Le suspense, c'est dingue. On est à 2 journées de la fin. Et là, on se retrouve avec 5 équipes en 2 points. Vous avez bien entendu, 5 équipes en 2 points. Bon, si j'ajoute Lyon, on a 6 équipes en 5 points. Mais Lyon, ce soir, prend 3 points de retard sur tous les autres quand même. Donc là, Lyon, c'est la mauvaise opération du Lyon, on en parlera du tout à l'heure week-end. parce que c'est un cas à part. Attendez, faisons un point suspense. Ils ont pris un coup de matraque. Bon, alors fais un point suspense. Et ils vont à Monaco pour info le match prochain. Fais un point Voilà. suspense. Fini pour Lyon. Point Il y a le suspense. Monaco-Lyon. Marseille 59, Monaco 58, Nice 57, Lille 57, Strasbourg 57. Lyon 54. Ok. Une fois que le point suspense passé, on peut quand même dire que ce soir, Marseille a lâché une énorme occasion de tuer son propre petit suspense. Parce qu'en gagnant ce match qu'ils doivent gagner ce soir, il se donnait un joker. Ouais, il se donnait la Ligue des Champions à 100% parce qu'il fallait qu'il gagne soit Le Havre, soit Rennes et c'était bouclé. Là, ils ont relancé ton petit point suspense avec cette boulette de Roulis. On a vu un match, ou en tout cas dans sa première partie. Et non pas cette roulette de Bouli. Dans sa première partie, ce match m'a profondément déçu. J'ai eu le sentiment longtemps qu'à force de se regarder et de se dire qu'il fallait surtout pas perdre, le nul aurait arrangé l'un et l'autre. Sauf que dès le début de la deuxième période et avec le changement et l'entrée de Rongier, d'autres, attends, je suis pas en train de dire que c'est lui qui a tout changé. Hein. Moi, je préfère toujours, tant qu'il n'y a pas mieux, qu'il soit sur le terrain. Mais il y a beaucoup de joueurs de l'OM qui ont été bons. Globalement, l'OM a été supérieur, plus entreprenant, plus d'idées, plus de volonté que Lille, qui recevait et que j'attendais quand même à un autre niveau, qui était l'équipe qui a joué la Ligue des Champions cette année, qui, on va dire, devait être un petit peu plus aboutie à tous les niveaux. Lille m'a profondément déçu. Marseille, une fois qu'ils ont enclenché et qu'ils ont mis en place leur jeu, je les ai trouvés très cohérents, très intéressants. Rabiot, gros match. Guiri, gros match. Rongier quand il est rentré. Ulysse Garcia à gauche. Balerdi en patron. Même Greenwood impliqué bien plus que d'habitude. Actif, c'est déjà ça. Luis Enrique aussi dans le repli. Bref, toute l'équipe était très cohérente. Il méritait largement, non seulement parce que dans les matchs qui sont décevants comme ça, où il ne se passe pas grand-chose, il y a un truc qui est pratique, c'est que tu les comptes, les occasions. Donc tu as eu Murillo, Rabiot, de face à face. Bon, c'est pas non plus des trucs immanquables, mais bon, c'était quand même 2 grosses occasions. Et ensuite, le but, bon, à ce moment-là, sauf catastrophe, Marseille... Oui, tu l'as dit. Marseille va à la victoire, sauf que la catastrophe, elle est intervenue sur cette relance complètement foireuse. Ça a relancé Lille. Et on ne peut que parler de regret. Les Marseillais, ce soir, va vite falloir qu'ils rangent ce petit regret, qu'ils se disent, écoute, là, franchement, on est bien. Nos séjours à Rome, bah, écoute, on peut en dire ce qu'on veut, mais ça leur fait du bien. Il y a une victoire et un nul avec 4 points. Je pense que c'est bouclé. Avec le calendrier qu'ils ont, je ne peux pas imaginer que Marseille laisse passer ça maintenant. Sur le match, moi je voyais effectivement une victoire marseillaise méritée, la victoire de De Zerbi aussi, qui à la fois dans son management, on l'a dit, l'histoire de Rome, l'histoire de la reprise en main du groupe, a réussi, mais aussi son intox de début de match, puisqu'il a laissé entendre que ça allait être une compo avec 3 défenseurs, mais en fait c'était un 4-4-2. Et je pense qu'il a gagné cette bataille contre Genesio, qui lui-même était handicapé. Et c'est là que tu vois la limite peut-être de Lille, par exemple par l'absence de Diakité. Parce que c'est pas tout à fait la même chose derrière quand même, avec ou sans Diakité. C'est pas la même chose avec Mendy. Et là, on a clairement vu, puisqu'il y avait des questions qui se posaient dans le week-end, on a évoqué ça hier dans l'after aussi, est-ce que c'est Marseille qui mérite le plus cette deuxième place ? Oui, quand tu vois ce soir ce que Marseille fait sur le terrain de Lille, oui, Marseille mérite plus que les autres sa deuxième place. Marseille a été globalement, d'abord statistiquement, le plus longtemps sur le podium et a occupé le plus longtemps cette deuxième place. Marseille fait une leçon tactique ce soir. Moi, sur la première période, moi je dirais que le grand public qui regarde ce match est déçu, mais les spécialistes de foot se disent De Zerbi a réussi son coup, c'est eux qui ont la maîtrise, c'est eux qui ont la possession. Lille, qui avait une moyenne de 57% de possession, je crois, sur la saison, ils étaient à 30% à un moment donné contre Marseille. Et en attaque placée, nul. Donc moi, si tu veux, il n'y avait pas photo. Marseille mérite d'être deuxième. Marseille méritait de battre Lille ce soir. Bon, même en termes de jeu, sur toutes les équipes qu'on a vues ce week-end, que ce soit Monaco, même Marseille, c'est au-dessus. Mais techniquement, il mérite vraiment. Ce que je ne comprends pas dans la compo de Zerbi, et ce qu'il a rectifié très vite à la mi-temps, c'est Benasser.
Parce qu'il n'était pas, pas très bon. Enfin, il n'avait pas été très bon, il a perdu sa place. Et puis là, je ne sais pas pourquoi il l'a remis. Bon, ben, il l'a ressorti. Et puis tout de suite, c'est allé beaucoup mieux. C'est bien que tu l'aies dit en premier parce que c'est sur toi que tomberont toutes les insultes. Oui, non, à ce sujet. peu importe. Et on peut se partager un petit peu. Non, mais le coach de l'OM a sorti Benasser. Je pense qu'il avait la même analyse que tout le monde. Après, il y a un point quand même. Je vais y revenir parce qu'on a eu ce débat longtemps dans la saison. Je pense quand même qu'un joueur comme Rabiot, dans un match comme ça encore, c'est lui qui déclenche les choses, c'est lui qui déclenche par son appel. C'est lui qui donne. C'est pas mal au milieu finalement. Oui, mais, mais si tu veux quand même l'apport d'un joueur de ce niveau-là. Ce milieu à 3 finalement qu'on a mis tellement longtemps à voir. Alors ok, peut-être qu'après au mercato, quand est arrivé Gouiri, ça a donné un attaquant de plus et il y avait peut-être plus besoin, mais ça a continué quand même longtemps Rabiot devant. C'est pas qu'il était pas bon. De toute façon, Rabiot pour la Ligue 1, il est légèrement dessus, hein, quand même. Ouais. Donc il va se démerder parce qu'il a une bonne mentalité, parce que c'est un très bon joueur technique. Donc il va le faire le taf. Mais ce milieu Rongier, Hojbjerg, Rabiot, c'est le milieu qui cette année à l'OM s'est détaché largement. D'où l'étonnement à la compo d'ailleurs. À part le petit coup d'intox qui était réussi, puisqu'effectivement il a essayé de refaire la même chose du truc à 4. Mais... On voit qu'il a de bonnes intentions. Il n'a pas fait un mauvais début de match. C'est pas qu'il n'est pas bon, c'est que c'est comme si ça manque d'impact, ça va pas assez vite devant, ça porte un petit peu trop le ballon, c'est propre, c'est un joueur qui est propre, j'aime beaucoup moi ce genre, mais Rongier c'est au-dessus. À ce moment de la saison, quelque part dans les compos, c'est comme ça, tu as des mecs qui arrivent au top et qui sont bien. Tu as Ulysse Garcia, par exemple. Qui aurait dit qu'Ulysse Garcia en fait, fin de saison, ce serait un des joueurs de l'OM? Il est là, il est très bien, il fait parfaitement le job. Sur ce point, arrêtons-nous 2 secondes. Je suis d'accord avec toi sur le qui aurait pu dire. Tu prends les mecs en forme. Néanmoins, dans le qui aurait pu dire que, il y avait un autre constat, c'était que Merlin, on ne voyait pas vraiment ce qui faisait qu'il était tout le temps titulaire. Qu'on ait mis aussi longtemps pour tenter autre chose. Parce que Merlin, franchement, c'était pas. À chaque fois, on me disait Merlin, côté gauche et tout, mais franchement, c'était pas génial. Oui, mais parce que le coach se demande dans ces cas-là, quand il est à l'entraînement, c'est qu'il n'a pas la certitude qu'il a mieux. Je suis d'accord. C'est ça l'histoire. Et puis le schéma était différent. Ils étaient à 3 en défense et Merlin était utilisé comme piston. Et en piston, c'est son schéma. Rôle. Bon, ils en ont gagné des matchs comme ça. On peut pas dire qu'ils n'en ont pas gagné, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de maîtrise dans le jeu de l'OM. Je trouve que Balerdi est plus à l'aise dans ce schéma-là, alors que. À un moment, on pensait qu'il était mieux dans une défense à 3, mais moins dans une défense comme ça, avec Kondogbia. Là, moi, je trouve que c'est très bien. Ce qu'ils font, Ulysse Garcia, arrière-gauche, c'est bien. La défense de l'OM qui a souvent été un point faible. Alors, mais peut-être en Ligue des Champions, ça ne suffira pas. C'est pas la mais même. Là, c'est pas mal. Là. Ouais, mais l'histoire, c'est quand même un peu... Tu vois, la fameuse imprévisibilité sur laquelle on a débattu à propos de Luis Enrique. Ce qu'a fait De Zerbi avec cette défense, on a eu l'anecdote de Rongier sur RMC, tu sais, qui explique, qui dit que c'est Ajor qui lui a dit tiens, c'est quoi ce délire, vous êtes à 4. Eh bien, c'est ça le truc. Dans une saison, tu ne peux pas te dire tiens, c'est comme ça, on a notre système, on n'en bougera pas. Non, la méforme des uns et des autres, l'imprévisibilité que tu réserves à tes adversaires, tu as plein de choses. Moi, je pense que De Zerbi, il a appris de ses erreurs aussi. Néanmoins, ça sera, je pense, le débat de l'année, et on n'en a pas terminé parce que de toute façon, c'est une tendance. On est dans une période où les coachs, quels qu'ils soient, et pas uniquement ton chouchou et pas mon chouchou, mais globalement, on est dans une période où les coachs se prennent pour des mecs qui n'étaient pas il y a 10, 20 ans. Et t'es un peu obligé. Je te dis pas que t'es pas obligé, mais il y a des mecs qui réveillent des choses, qui font des trucs de malades et qui veulent être protagonistes. Ça rejoint notre débat de l'autre jour. Non, mais ça rejoint notre débat de l'autre jour. Je ne pense pas qu'ils le fassent uniquement pour être protagonistes. Ils le font, ça c'est ton avis. Ils le font parce que tu réveilles tes joueurs, tu mobilises tes joueurs et tu réserves des surprises et de l'imprévisibilité à tes adversaires. Si tu fais pas tout ça, tu perds. Et là, nous, on va leur tomber dessus en disant tu es un gros conservateur, tu ne fais pas grand-chose, tu ne tentes rien. Réveiller les joueurs, la liste est longue des clubs où on se demande vraiment comment tu peux réveiller les joueurs. Parce que... Bon, écoutez, Gouiri. Hier, j'étais d'accord avec toi. À 18h, je ne sais pas ce qu'il fait. Lui, on dirait qu'il les endort. C'est pour ça que je dis que les coachs, selon leur façon de faire, tu vois des différences. Mais lui, écoutez, il a fait le coup de tout chambouler 1000 fois. Parce qu'on regarde moins Monaco, parce qu'on fait moins gaffe. Mais le coup du chamboule tout, il l'a fait une tonne de fois. Je pense plutôt en termes de management et de rapport aux joueurs. Ce qu'il n'a pas, lui, il n'a pas la main, je pense. Comme De Zerbi peut l'avoir ou autre. Juste un point sur Rabiot, parce que j'en parlais tout à l'heure. C'est pas seulement tactiquement et en termes de qualité technique. C'est
toute la séquence entre le coup de gueule, la prise de responsabilité en tant que patron de vestiaire, jusqu'à je fais ce qu'il faut sur le terrain encore ce soir. Je trouve que là, dans cette fin de saison, je pense que De Zerbi il a un relais énorme là avec Rabiot sur le terrain. De Zerbi, il n'est pas tout seul. Hein. Attention, les clubs, et pareil pour à Paris et tout ça. Le staff, comment tu travailles, qui est avec Bien toi, sûr, tu as raison, directeur Benassia, sportif, oui, tous ces gens-là sont extrêmement importants. C'est ça aussi toute la force d'un club. Enfin, c'est ce qui fait, par exemple, à Lyon, il n'y a plus rien en fait. Il y a un coach et derrière, on se demande, en plus le coach il n'est pas là, et derrière il n'y a plus personne. Il y avait un président, il a été écarté, l'autre, on ne sait pas où il est, quoi. C'est terrible. Hein. Bon, on écoute Amine Gouiri, c'était sur Cagnard il y a quelques instants. Je pense qu'ils n'étaient pas dans le jeu, je pense qu'on a maîtrisé le match. Après, je pense qu'on aurait pu être encore plus tueur. Mais je pense que c'est pas un mauvais résultat. Bien sûr, on aurait aimé gagner, mais c'est pas un mauvais résultat. Mais je pense qu'on peut avoir un peu de regret parce qu'on avait les occasions pour mettre le 2-0. On a encore notre destin entre nos mains, on est deuxième avec 2 points d'avance. Donc ça à nous de jouer. Et comme je dis, c'est pas un mauvais résultat. Voilà pour Amine Gouiri. Dans un instant, on continue le débat. On aura Jérémy au 32-16. On vous attend. C'est bien parce que. Par un Lillois aussi, bien sûr. Ah, ça, c'est l'alerte. Je connais l'alerte. Pour gagner vos places pour PSG Arsenal. PSG Arsenal, c'est après-demain. Non, c'est après-demain. Non, c'est mercredi. Pardon, c'est pas après-demain, c'est mercredi. Donc, pour gagner vos places en PSG Arsenal et vivre l'expérience RMC, vous envoyez PSG par SMS au 732-16 dès maintenant. PSG par SMS au 732-16. Bonne chance, Daniel. Garde tes arguments, on se retrouve juste après la pub. A tout de suite. RMC, l'after-foot. Jérémy est là, supporter de l'OM. Salut Jérémy. Salut les gars. Bon, l'OM a perdu 2 points ce soir ? Ouais, ils ont perdu 2 points, mais ils ont été énormes. Je pense que Lille n'a pas vu le jour. À part la faute de Rulli qu'on peut... D'ailleurs, il y a un truc assez étonnant là, et coach Courbis qui écoute toujours l'after me le signale. Différence énorme d'état physique entre les deux équipes. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, usure physique et mentale de Lille. Marseille, 30 matchs dans la saison, Lille, 50. Ça, on va dire qu'il y a une forme de logique à ça. Néanmoins, Lille, quand je les vois jouer là, moi j'ai l'impression que la lumière dans le vestiaire, ils ont tout éteint après l'élimination contre Dortmund. Et l'élimination contre Dortmund, c'était l'hiver, il faisait froid, c'était il y a un petit moment maintenant quand même. Hein. Mais je pense que ça fait quand même pas mal de semaines qu'eux aussi ils sont à un rythme par semaine. Mais Daniel, on ne mesure pas ce qui se passe en termes de tension mentale et physique depuis le mois d'août. Si tu regardes, en milieu du mois d'août, ils sont à bloc, ça se joue dans les dernières secondes d'un match, c'est hyper tendu. Derrière, tu dois être à bloc en championnat, plus en Ligue des Champions, tu fais des résultats remarquables. J'ai envie de te dire, je pense pas qu'il faille leur tomber dessus. Au point où tu vois plus rien dans le jeu, où il y a plus rien tactiquement, les joueurs n'ont plus de jus. Enfin, même David a eu des creux. Même David a eu des creux, c'est un peu mieux. Au début de la saison, on dit que pour Marseille, c'est un avantage. Donc on le voit sur la fin. Évidemment, c'est pour ça que Marseille n'a pas d'excuses. Ça a été un avantage mal exploité par l'OM. L'OM a laissé filer beaucoup de points. Bien sûr. Qui aurait dû les mettre aujourd'hui déjà à l'abri du fameux petit suspense dont tu parlais tout à l'heure. Il devrait déjà être hors suspense, l'OM. Les défaites dont on a maintes fois parlé, qui ont apporté la crise et les voyages en Italie, tout ça, l'OM avec leur calendrier, mais il devrait déjà être au frais depuis un petit moment. Après, Lille, tu as raison, ok, oui, mois d'août, la qualif, ça a été très compliqué, la phase de Ligue des Champions. Oui, non, mais évidemment. Bon, ok, c'était quand l'élimination de Dortmund ? C'était fin janvier quand même. Hein. Début février. Après, ils se battent pour la même chose. Hein. Ouais, Jérémy. Ils se battent pour la 2e place. Je veux dire, ce soir, c'était capital pour une ou pour l'autre. Après, il y a la différence de match et de la Ligue des Champions. Mais je veux dire, ce soir, pour moi, il n'y a pas eu de différence. Il n'y aurait pas eu la boulette de Rulli, le match, il était plié, quoi. Alors, en fait, si tu veux, je pense qu'il y a certains trucs d'usure mentale et physique, ok, mais ce soir, il faut insister aussi sur le fait que tactiquement, ils étaient battus dans la première période, ils ne trouvaient pas de solution. Donc, en fait, ils avaient des attaques placées, là, il n'y avait pas que du physique, sauf que quand tu regardais les pressings et les courses, ils ont couru dans le vide, ils n'ont pas touché le ballon, ils n'ont absolument pas l'habitude d'être privés de ballon comme ça. Donc, c'est aussi... une défaite tactique, c'est pas seulement l'effectif. Genesio a beaucoup tourné, il avait un effectif assez large. Ouais, mais là, il a beaucoup fait tourner. Mais maintenant, tu t'aperçois que par exemple derrière, là où les équipes de Ligue 1 ont beaucoup pêché d'ailleurs, il leur manque Marseille, un joueur essentiel Monaco, en défense. c'est un joueur capital. Et en plus remplacé par un joueur qui est objectivement Mandy, dont je ne sais pas ce qu'il fait à Lille dans un effectif de ce niveau-là. C'est un bon joueur, mais c'est un petit peu difficile. Il a tenu son rang, mais le pauvre.
comment dire, le deuxième défenseur central, j'ai perdu son nom, Alexandro. Qui lui, est quand même, lui est non, vraiment mais ils ont une habitude de jeu avec Diakité. On a vu que c'était un petit peu plus compliqué. Si Chevalier fait le job, mais c'est vrai que non, l'OM aurait dû mériter de gagner ce match. Quant aux Lillois, après, il y a toujours ce truc aussi, parfois. Alors oui, il fait beaucoup tourner, mais le nombre de fois où la compo de départ, tu te demandes vraiment si c'est les meilleurs joueurs ou si c'est les meilleurs choix. Je trouve que c'est. Ouais, mais là, tu vois, je vais te donner un exemple. C'est un peu curieux, même le milieu de terrain. Ouais, mais il y a un truc où il a évolué, tu vois, Genesio, en progression, c'est les changements. Il fait ses changements plus vite qu'avant. Il a fait rentrer. Ça fait un petit moment qu'il a il a toujours été. Même à Rennes, il avait une petite tendance à faire ça. Et là, tu vois, Bakker, il avait été moins bon aussi. Il pâtit aussi des états de forme un peu irréguliers. Et là, il rentre et Bakker est plutôt bon dans sa rentrée. Donc, si tu veux, les coachs ont un peu de mal dans ces équipes-là à trouver la meilleure formule. Moi, je pense vraiment que tactiquement, il a été battu et il ne trouvait pas de solution. En attaque placée, il n'y arrivait pas. Je pense quand même que, honnêtement, c'est un constat très simple. Revenons à l'OM. Marseille est supérieur à Lille, c'est tout. La compo de départ, Joe David derrière Akpom, là, franchement, bon, dès qu'il est arrivé, on a vu. Tu sais qu'Akpom, il a mis 20 minutes à toucher son premier ballon. Hein. Il est difficile comme joueur quand même. C'est vrai que c'est compliqué. Non, mais techniquement, qu'est-ce que tu vas faire avec lui, quoi. Je voulais parler de Marseille avec, pour moi, Rabiot et Gouiri, ce soir, ils ont été encore. Je trouve que moi, depuis que Gouiri est arrivé. Rabiot, homme du match pour toi, côté Marseillais ? Ouais. De toute façon, depuis qu'il est là, il porte quand même Marseille vers le haut. Pour moi, il est énorme. Il est énorme pour Marseille, pour la Ligue 1, il est énorme. Moi, je le trouve juste bon dans ce qu'il fait et il n'a pas beaucoup de bas, quoi. Il est toujours constant. Bon, et Gouiri qui met un but de 9, qui met encore un vrai but de 9. L'arrivée de Gouiri aura été un vrai plus pour l'OM. Oui. Je crois qu'il en a 8 buts avec Marseille depuis qu'il est arrivé. Je peux te dire que ça fait quand même, depuis janvier, c'est pas mal. Et l'action, au passage, quand même, le but, un but d'école. Avec évidemment une projection de Rabiot. Et Rabiot, ce qu'il a fait dans ce match, qu'il fait souvent, c'est en quoi il est vraiment au top, en dehors de toute son activité, de ses prises de responsabilité, de sa lecture du jeu. C'est je passe quand il faut passer, je frappe quand il faut frapper. Il est très collectif, il sait aussi marquer. On la passe pour Gouiri, elle est bonne. Gouiri, en ce moment, dans ce rôle de 9, il est top. On l'avait dit récemment, c'est avec tes joueurs phares et clés que tu vas dénouer les situations de fin de saison. Bon, là, ce soir, oui, effectivement, Rabiot, Gouiri. C'est pas ce qui s'est passé à Lyon. Et c'est pas ce qui s'est passé, effectivement, à Lyon. Avec Lacazette en tribune et puis les joueurs clés absents, tu n'y arrives pas. Jérémy, merci beaucoup. Mais de rien, merci à vous. Salut Jérémy, à bientôt. On a Samy, supporter de l'OM également, qui veut parler tactique. Salut Samy. Salut les gars, vous allez bien ? Salut. Ça va et toi ? Ouais, ça va, impeccable. Ouais, je voulais revenir un peu sur le match. Franchement, tout d'abord, j'étais un peu déçu de Lille. Je pensais que Lille, ils étaient obligés de gagner. Je pensais qu'ils allaient mettre plus la pression, mais ça a été très tranquille quand même. Enfin, j'étais un peu déçu de Lille. Ensuite, j'ai bien aimé la défense à 4. Franchement, Balerdi, on a beau dire plein de choses sur lui, mais là, franchement, c'est mieux quand il est là, évidemment. C'est mieux quand il est là. Même Kondogbia, ça a été solide. Ulysse Garcia, comme tu as dit tout à l'heure, Daniel, Merlin fait pas son trou, donc ça laisse des petites miettes à Garcia. Et pareil, ce mec, il était un peu moqué, mais il fait le taf. Sur la passe qu'il fait pour Rabiot, c'est pas mal. Et après, Benasser aussi un peu déçu. Je pensais vraiment qu'on allait avoir un bon milieu à 3 là. Mais finalement, Rongier, à chaque fois, il revient. Et là, il revient sa deuxième mi-temps et il fait quand même le job. Mais après, je pense que la deuxième place, tu dois la voir avant. C'est pas ce match-là que tu dois avoir des regrets, malheureusement. Donc là, il faut jouer comme ça jusqu'à la fin, là ? Ouais, il faut jouer comme ça jusqu'à la fin, je pense, quand même. Bon, là, tu vas plus rien toucher maintenant. Hein. Ouais, tu vas plus rien toucher maintenant, ça. Mais après, oui, on doit se mettre à l'abri depuis longtemps. Hein. Les défaites à Auxerre, contre Lens et tout, là, tu te mets le jus un peu comme d'habitude. Hein. On va se mettre la pression jusqu'à la fin et voilà. Bon. T'es quand même confiant. Après, l'OM a le calendrier pour lui quand même. Le Havre joue sa peau, c'est jamais simple. Mais bon, si l'OM va pas gagner au Havre, voilà. Après, tu joues Rennes qui joue plus rien. Non seulement il joue plus rien, mais il joue plus tout court. En plus. Une équipe morte cliniquement, a dit Habib Bey. C'est violent quand même. C'est ce qui s'est passé là ce week-end. Je peux te dire que évidemment ça va gronder un peu, ça gronde beaucoup, mais l'équipe effectivement ne joue pas. Et j'ai juste un dernier truc à dire si je peux, les gars. Vas-y. J'ai bien aimé l'arbitre ce soir. Je crois que c'est Monsieur Vatelier. Monsieur Vatelier. Très bonne remarque. Franchement, très bon arbitre. J'avais noté sur mon papier. Il
il a beaucoup laissé jouer. Donc, des fois, il y a des petites fautes qui ne sifflaient pas. Mais vu qu'il ne sifflait pas des deux côtés, c'était bien. Franchement, moi, d'habitude, c'est catastrophique. Ça me permet de parler un peu de Monsieur Vatelier. Alors, j'ai failli en faire un de mes 3 points d'ailleurs. Monsieur Vatelier est un arbitre au profil atypique parce que, alors, il est de Perpignan, donc du coup, il est concerné par aucun club de Ligue 1. Tu vois, il est d'une neutralité totale parce que c'est une zone où il n'y a pas de. Voilà. Et en fait, il est président du district des Pyrénées-Orientales, donc il a des fonctions de dirigeant aussi. Donc ça veut dire qu'il a comme ça un rôle auprès de la Fédé et tout, des ligues qui est un peu différent d'un arbitre lambda. Et surtout, c'est peut-être le seul arbitre qui a une activité à côté. Parce que les arbitres sont pros aujourd'hui. Et bien Vatelier, il est dentiste. Ah ouais? Ouais. D'accord. Il est dentiste et il continue d'exercer un petit peu. Alors bon, il n'a pas forcément le temps d'être. Il n'est pas tous les jours à son cabinet. Il ne doit pas avoir beaucoup de dents. Hein. Mais non, mais il exerce toujours. Il tient à. Voilà. Donc c'est un profil un peu différent, un profil d'arbitre un peu différent. Mais c'est vrai que c'est un gars, il est toujours l'impression qu'il est serein, quoi. Non, mais surtout, il fait pas des têtes de méchants comme fait toujours Turpin là. Mais il a fait plusieurs choses intéressantes dans ce match. Marqué Turpin, il ne jamais. Turpin, il faut rien dire. Il vénère très très vite. Non, Vatelier ce soir, il a raison. Samy, c'est Samy, hein, c'est ça. Il a totalement. C'est Samy, comme dans Scooby-Doo. Ouais, comme dans Scooby-Doo. Il a raison sur le fait qu'il a laissé jouer, y compris, on va dire, moi ce que j'appelle des demi-fautes. Je vais te donner un contre-exemple, puisque soyons clairs. Frappard aurait sifflé tout ce que Vatelier n'a pas sifflé ce soir. J'ajoute une grosse qualité de Vatelier, c'est un auditeur de l'after. En plus, il nous écoutera peut-être en podcast. On le sait. Et Monsieur Vatelier, bravo. Vous avez, en fait, dans ce genre de match, tu laisses jouer, tu laisses parfois des petites fautes. Tu dois surveiller ça comme le lait sur le feu parce que ça peut aussi dégénérer. Donc c'est là où son rôle de médiateur, il parle très vite tout de suite pour pas être en panique. Tu siffles tout. Elle siffle tout pour au moins comme ça. J'ai vu quelques arbitres faire Elle est sûre de ne pas passer à côté de quelque chose. Et Vatelier, il a dans la fluidité du jeu, ça a permis effectivement beaucoup de choses. Les joueurs ont été un peu surpris, mais comme il essaie évidemment dans les deux sens, il faisait la même chose, finalement ça passait. Et tu t'aperçois quand même de l'absence d'arrêt de jeu, du fait que faut contrôler derrière, faut mettre le carton au bon moment, et surtout faut expliquer, faut discuter ce qu'il a fait. Tu l'as dit, dans l'attitude, il est bon. Effectivement, c'est un petit peu l'arbitrage qui avait été d'ailleurs évoqué, tu sais, en début de saison ou à chaque début de saison, où tu dis on va essayer de laisser plus jouer. Là, c'était le cas dans un match en plus entre guillemets de haut niveau de Ligue 1. Daniel, sache quand même que Monsieur Vatelier, on est allé voir sur Doctolib avec Jérôme Thomas, il a des dispos. Si jamais tu as besoin d'un petit détartrage. Oh, mais je ne vais pas aller me faire détartrer à Perpignan. Si à Paris, pourquoi pas, parce qu'avant les vacances, effectivement, il faut que j'y aille. Non, mais avant un match, franchement les gars, c'est bien. Ouais, salut. Il faut le dire quand. Cette année, l'arbitrage, c'est catastrophique. J'ai vu encore Lyon, là, il y a eu une main pas sifflée, il y a eu d'autres choses encore. Mais quand c'est bien, il faut le dire aussi. Bon, dis-moi, Samy, la stratégie romaine, là, ça marche? Faut continuer? Je sais pas. On va s'inscrire en Serie A l'année prochaine, du coup. Je sais pas, franchement. Mais là, du coup, t'es obligé d'y retourner pour la fin de saison. Comment ça va se passer? Je sais pas, il reste 2 semaines qu'ils y aillent, ma foi. Là, ils sont allés à. Là, maintenant, comme ils jouent bien depuis là, maintenant, pour jouer avant Le Havre, t'y vas ou pas? Ouais, non, Le Havre, pas besoin. Tu iras contre Rennes et tu iras à la bonne mère et lui faire un bisou et ça suffira, je pense. Hein. Attention, il y a le conclave à Rome qui démarre à la fin de la semaine. Et il y a aussi. Ça va, t'inquiète. L'hôtel qu'ils ont, il est un petit peu sur les hauteurs. Ils sont tranquilles. Il y a aussi Amine Gouiri, parce qu'on sait très bien qu'Amine Gouiri il fait 2-3 mois bon, après il descend. Et là, franchement, pour l'instant, depuis qu'il arrive à Marseille, j'étais très content qu'il vienne, mais j'espère que ça va continuer. Là, Samy, je te coupe parce que De Zerbi arrive en conférence de presse. Donc, je te remercie et on va écouter les premières réponses. Daniel, peut-être faudra que tu les traduises. Sur la droite. Et au passage, dans le chat, on m'a dit que le Texier est huissier de justice à Rennes. Les replis de Mason Greenwood, puisqu'il a cette capacité à faire les efforts et à les répéter. Bravo. Ah non, c'est la question. Esattamente per quello. Daniel. C'est exactement pour ça, mais alors quoi? Nella fase difensiva con Greenwood, perché chiaramente Greenwood deve difendere. Ho già fatto secondo me. Donc Greenwood, clairement, il doit défendre. Aujourd'hui, il a fait le travail. Con palla, senza palla. Avec ballon ou sans ballon, il doit honorer le maillot marseillais. Enfin, il doit se battre pour le maillot. Tanto, però ha caratteristiche diverse. Avendo la fortuna di avere Adrian in squadra. Donc, puisqu'on a la chance d'avoir Adrien, Rabiot. Donc, il fait référence au fait que Rabiot a beaucoup joué du côté de Greenwood et que ça l'aidait. Les difficoltà di Greenwood, anche per non spremerlo troppo, no? Per non farlo correre troppo. Et ça permet à Greenwood peut-être de moins courir ou de moins défendre. Enfin, Rabiot le couvre un peu. Ismaili è
Et puis, il connaît très bien Ismaili, puisque ça a été son joueur au Shakhtar quand De Zerbi était entraîneur là-bas. Et donc, il s'agissait également de ce côté-là, de bloquer les montées de ce joueur. Ouais, intéressant. Donc en fait, j'ai recollé avec la question qui était autour du positionnement de Rabiot par rapport à Greenwood et à comment ça s'organisait du côté droit. Voilà. On va peut-être écouter la deuxième question. Là, il y a la traduction qui est forcément moins bonne que celle de Daniel, hein, évidemment. Oui, moi, j'aime bien comment il dit Greenwood. Ça rappelle Virchowood. Virchowood, le joueur, il joue à la Sampdoria. Virchowood. C'est les Italiens, l'accent italien. Tiens, le Sporting du Portugal vient d'égaliser face à Gil Vicente. Deuxième question, on va écouter encore... s'épuiser, donc voilà, pour deux heures. Donc là, on est encore sur la trad. Que ça se passe. Et puis, voilà, je pense qu'on a posé la question sur Greenwood, vu que Greenwood, il est un peu dans l'œil du cyclone marseillais depuis quelques semaines. En tout cas, là, il fait ce pourquoi il avait été sanctionné, c'est-à-dire qu'il ne défendait pas, et là, il défend. On l'a vu. Effectivement, il est revenu défendre. Oui, il dit qu'il a mis Adrian de son côté aussi pour couvrir un peu. Question de Jean Rességuier. Comment vous réagissez sur ce cadeau, ce mauvais dégagement de Rouli, le fait que Rouli. vous lâchiez ces points qui vous auraient permis de creuser l'écart et d'être un peu plus récompensé par rapport à votre match? C'est des regrets, c'est le football. Comment vous réagissez? Allora, quando si guarda lo scenario di stasera, che era favorevole con questo gol di Guiri, e poi questo regalo praticamente che avete fatto con la ripartenza di Rulli, a rimpianto, pensa che sono punti un po' franchement, elle traduit super bien, elle est très forte la femme là. C'est les traductrices, c'est son boulot, c'est son métier. Ah oui. Daniel. Alors donc oui, c'est le football, l'erreur. Évidemment, ça nous déplaît, on est déçus de ça. C'est un but stupide. En plus, il y avait Kondogbia qui était libre. J'ai revu l'action là à l'instant. Si Rouli joue avec Kondogbia, Højbjerg, c'est une passe de plus et il n'y avait aucun risque à prendre. Se siamo stati e siamo secondi in classifica, gran parte del merito di Rulli. Alors si on est deuxième au classement et si on en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à Rouli, donc en gros, je ne vais pas lui taper dessus. Ça peut arriver. Ça lui arrive à lui et ça peut arriver à un autre. Con questa personalità a comandare il gioco dall'inizio alla fine. Mais en gros, ce que lui va retenir, c'est qu'on est venu à Lille et qu'on a commandé le jeu du début à la fin, qu'on a été dominateur et qu'on a maîtrisé le jeu du début à la fin. Et si tu veux faire ce genre de choses et arriver à ce genre d'aboutissement, de toute façon, il y a forcément des erreurs et du déchet dans ton jeu. Voilà pour Roberto Les Amis. On continue d'écouter la conférence de presse, bien sûr. C'est intéressant sur Rouli, parce que vous savez que moi j'ai un avis parfois assez tranché sur les relances courtes. Je vais pas critiquer ça ce soir, parce que toutes les relances courtes depuis le début du match étaient parfaitement orchestrées et qu'eux ont le niveau technique pour le faire. Attends, mais t'as vu ce qu'il a dit? Oui, mais attends. Il a dit relance courte, oui, sauf que celle-là, il fallait pas la faire parce qu'il y avait un chemin, il y avait une étape de plus, une étape à faire dans le chemin qu'ils n'ont pas fait. Globalement, depuis le début, ils avaient fait des choses qui te paraissent un peu risquées quand tu regardes de la tribune, mais globalement, c'était plutôt très bien fait. Il y a eu des très belles sorties de balles. Moi, ce qui me gêne plus, c'est qu'à force de dire ça, c'est le côté systématique. J'ai regardé Chevalier au début du match, qui était un peu mis sous pression, qui a mis des ballons loin devant, pas forcément en tribune, hein. Il les a mis dans une zone où Meunier en a récupéré un. Parfois, c'est un ballon perdu, c'est vrai, mais je pense que l'alternance, quand même, est parfois bonne. Là, c'était systématique. Premier point. Deuxième point, ce qui m'a plus gêné dans cette action, en dehors du schéma là, de passe qui n'était pas respecté sans doute apparemment par Rouli, c'est un peu la suffisance du gardien. C'est-à-dire que là, à un moment donné, avant de rater sa passe, ça arrive de rater une passe, il a fait une semelle à 80 cm, 1 mètre de son adversaire direct. Ouais, bon, à un moment donné, si tu veux, il faut arrêter, quoi. Mais ça, en fait, même si je peux être d'accord avec toi sur ton raisonnement sur cette histoire de relance courte, mais là, en l'occurrence, la réponse de De Zerbi est intéressante, parce que lui, il dit que, OK, on maintient le truc parce qu'on s'entraîne et on le fait. Sauf que là, et il ne commence pas par dire ça peut arriver, c'est un accident, ça peut arriver à tout le monde. Avant d'arriver à cette partie de la réponse, néanmoins, il critique son gardien parce qu'il y avait un truc à faire, ils ne l'ont pas fait. Ce que je retiens des critiques que toi, tu viens de faire maintenant, Flo, et là où tu as raison, c'est que Rouli a fait quelque chose dans sa nonchalance qu'il ne doit pas faire. Parce qu'il doit passer, comme l'a dit De Zerbi, dans sa relance au pied par un autre trajet. Et que lui, il a voulu, parce que nonchalant et parce que peut-être il s'est cru un peu trop à l'aise à ce moment-là, hop, casser une étape, et c'est là qu'il a merdé et qu'il s'est fait choper. Justement, je pense que footballistiquement, ce qui est intéressant, c'est que j'aime
quand les joueurs ne se prennent pas pour d'autres. Et je ne dis pas ça pour Rouli, qui était très bon, qui a fait une excellente saison et qui globalement fait le job. Mais par moment, tu es en confiance, tu domines le match, tu sais que ça se passe et tu fais ce genre de truc. Et ben, ce que je disais de Rabiot tout à l'heure, c'est que Rabiot, par exemple, ne fait pas ça. Je pense que les joueurs d'une classe un peu supérieure ne font jamais. Ils verrouillent dans ces moments-là, il faut verrouiller, bien sûr. Avec une relance dans l'axe, si je me fais plaisir parce que tiens, j'ai envie. Je pense que justement, tu arrives sur des joueurs de plus haut niveau qui vont globalement faire attention à tout ça et à ne pas être trop suffisant. Après, tu as aussi les bancs maintenant sur les relances courtes ou longues qui donnent les consignes. Tu as par exemple Pierre, Strasbourg PSG, à un quart d'heure de la fin, Rosignol, il y a Petrovic, terminé, maintenant tu dégages. Là, il n'y avait plus de relance courte. Strasbourg était cramoise. Tu vois, un quart d'heure de la fin. Ouais. Mais c'est après que tu lui as envoyé le message à la mi-temps, non? C'est toi qui l'as dit à Rosignol. Maintenant, vous arrêtez ça. Pas du tout. Non, parce qu'il continue. D'habitude, il continue. T'es déjà occupé à bosser sur le mercato pour la Ligue des Champions? Non, mais je commence à m'intéresser à savoir qui va être en Ligue des Champions dans les autres championnats. Le déplacement à Naples. Tout ça, quoi, tu vois. Pourquoi tu veux le déplacement à Naples? Je sais pas. Je longtemps que t'es pas allé dans cette ville et t'as envie d'y aller? Naples, Strasbourg, c'est pas mal. C'est marrant de sortir ce match-là. Pourquoi tu veux ce match-là? On parle italien. Pourquoi c'est ce match qui te fait fantasmer? C'est bizarre. Aller au Real Madrid, ça m'intéresse pas. Avec les montages de Real Madrid TV, j'en veux pas. Je veux pas aller chez eux. Merci. Le vrai match, ce sera un Bayern Strasbourg. Pourquoi? Je sais pas. J'ai pas compris. Non? Un voyage en Allemagne, non? Pas du tout. Une revanche à Francfort? Oh non, c'est tricheur là. La vraie revanche. Tu sais laquelle c'est la vraie revanche? La dernière fois que Strasbourg a mis les pieds dans cette compétition. C'est l'Inter. Non, l'Ajax. Non, en Ligue des Champions. Ah, Ligue des Champions, oui, on a perdu contre l'Ajax en quart. Oui, en 80. C'était en 80. Bah voilà. Exactement. Donc il faut qu'il y ait l'Ajax dans la phase de poule contre vous. Lille, on va écouter Ben Taleb qui réagit après le 1 partout du soir face à l'OM tout à l'heure sur Canal. C'est parti. On a eu ce qu'on méritait. On a bien travaillé en première mi-temps, on a su les contenir. Et en deuxième mi-temps, on ne s'est pas créé énormément d'occasions, mais on a su capitaliser sur leurs erreurs. Et je ne pense pas que non plus ont eu énormément d'occasions, mais je pense qu'un nul, c'est mérité. On sait que c'est une équipe compétitive, c'est une équipe difficile à aller chercher. Et, on l'a très bien vu ce soir, ils sont solides et on a réussi à avoir un nul. Je pense qu'eux aussi sont satisfaits de ce résultat, vu comment ils jouent à la fin à essayer de perdre du temps. Donc je pense que c'est un bon match pour les deux équipes. Là, Ben Taleb, je l'aime beaucoup, mais manque d'ambition un peu quand même, non? On est en manque de lucidité totale, parce que dire que c'est mérité, dire que l'OM à la fin a perdu du temps, dire qu'il a capitalisé sur les erreurs, oui, enfin bon d'accord, il a profité d'une boulette énorme. Enfin Lille, il n'y a rien du tout. D'abord, le match est globalement assez pauvre en expected goal, en occasion et tout. Il ne faut pas dire qu'on a vu un gros match, hein. Faut quand même, on aurait peut-être déjà dû commencer par ça. On a vu un petit match que l'OM a dominé, mais Lille est extrêmement décevant. Là, je trouve Ben Taleb vraiment en manque de lucidité totale. Et même lui, bon, en même temps, avec tout ce qui lui est arrivé, c'est pas quelqu'un avec qui on va être tout de suite très exigeant, mais à partir du moment où il est titulaire et il est choisi, dans le milieu de terrain, on espère que l'été lui fera du bien, une bonne préparation physique, il va revenir. T'as l'impression qu'en fait, c'est un joueur très important, mais là, il est léger. Pas la victoire, c'est bizarre. Là, il est quand même un peu léger, il est encore très loin du compte et très loin de son meilleur niveau. Mais je ne le trouve pas du tout lucide sur la prestation de son équipe, sur la sienne, sur l'écart entre Marseille et Lille. Je serais curieux plutôt d'entendre Genesio, parce que venant d'un joueur, parfois ça arrive effectivement que lui, à chaud comme ça, il voit pas clair. Mais si Genesio dit la même chose, là, je désaccord total. Là, c'est pas possible. Il faut qu'il soit lucide, les Lillois. Ils ont fait un très petit match. Je pense que, connaissant Genesio là-dessus, tiens, Genesio parle. Vous voulez écouter un peu? Allez. On y va. Il est en conférence de presse. Finalement, vous avez sauvé la mise sur un but chanceux. Ah non, pas chanceux. Mais non, il n'y a pas de regret. Je pense que la physionomie du match, c'est même plutôt... Excusez-moi, coach. C'est même plutôt un bon point de prix. Parce que... Oui. Alors, non, but chanceux, ça n'existe pas. Je pense qu'on a fait un bon pressing. On est récompensé. Et sur la physionomie du match, je pense que ça reste un bon point. Étant mené 1-0, être capable de revenir face à une très bonne équipe de Marseille, ça reste un bon point. Bien sûr qu'on aurait préféré faire mieux, mais je pense qu'il faut aussi toujours relativiser par rapport à tout ce qu'on fait depuis le début de saison et être capable encore une fois ce soir d'afficher les valeurs mentales qu'on a affichées pour revenir au score. Je trouve quand même que c'est assez exceptionnel
Et donc, il faut le remarquer. Voilà, Bruno Genesio. Alors là, il dit pas réellement quand il dit un bon point. Il veut pas répondre sur le fond. Voilà, quand il dit un bon point, est-ce que c'est un bon point parce qu'ils ont été dominés finalement? Là, ça s'appelle de la bonne com. Parce qu'en fait, un mec qui donne son avis. J'aimerais bien entendre son avis sur la prestation de son équipe, qui est quand même très faible ce soir. Sur ça, qu'on peut avoir peut-être quelques regrets. Parce qu'on a fait une première mi-temps très sérieuse défensivement, bien en place, bien organisée. Mais il nous a manqué l'étincelle, la flamme, la folie lorsqu'on a récupéré le ballon. Et on n'a quasiment pas eu de tir, je pense, en première mi-temps. Je n'ai pas vérifié les stats, mais pas de situation. Très peu pour eux aussi, mais j'aurais aimé qu'on prenne davantage de risques. Alors c'est peut-être l'enjeu aussi du match qui nous a un petit peu inhibés. En deuxième mi-temps, on a vu un peu plus de choses. Et j'ai bien aimé, là, encore une fois, la réaction en deuxième période et après le but qu'on a encaissé. Bon, il ne veut pas dire qu'ils ont été inférieurs. Ouais. Bon, voilà. Il ne veut pas le dire. Je l'ai connu plus lucide lui aussi. Ah, mais je pense que d'ailleurs, petite parenthèse, Genesio. Il défend un peu sa boutique, là. Normal. Petite parenthèse, Genesio. Alors, il avait fait un peu la même chose à Rennes. Donc, il faut faire attention et ça change très vite. Il se dit qu'il en a un petit peu marre de sa situation, de sa relation avec Olivier Létang. À la fin de chaque saison, c'est comme ça que Genesio. Il fatigue vite, Bruno fatigue vite. C'est pour ça que je dis que c'est un scénario qu'on a déjà connu. On avait dit il va partir et finalement il n'était pas parti de Rennes. Alors qu'il avait manifesté à un moment plutôt l'envie de partir. Finalement on l'avait retenu, il était resté. Ça s'était bien passé, puis mal passé. Les sentiments, ça change. Donc je ne vais pas dire il a dit, il voulait se casser, il a dit je donne une information. Il est dans une période un petit peu compliquée. Et on sait que les entraîneurs, c'est pas toujours simple. La cohabitation avec le président, qui a son style et qui ne le cache pas, et il ne prend personne en traître. Les gens qui travaillent avec lui savent, donc on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. On sait très bien comment il est et tout ça. Parfois, c'est un petit peu plus tendu, où il peut y avoir le sentiment qu'on aimerait être avoir un peu plus de l'Est. Donc Genesio est dans une période où, à mon avis, il se pose des questions. Tu sais que il se pose des questions. Je ne peux pas dire qu'il va partir, mais il se pose des questions. Moi, je vais te dire, pour discuter de ça avec beaucoup d'acteurs du foot, ce qu'il vient de dire en conférence de presse, c'est une façon de se défendre, de défendre son bilan. C'est-à-dire qu'en fait, moi je pense que Létang... Tout ce qu'on a fait cette année, c'est quand même bien. Par rapport à son président. Je pense que Létang, ce soir, si tu l'as en one-to-one, hors micro, il te dit « je ne suis pas content. Je ne suis pas content du match qu'on a fait, je ne suis pas content des joueurs. Peut-être même, je ne suis pas tout à fait content de la façon dont on a abordé globalement staff et trucs. » J'extrapole. Je veux te dire par là que quand j'entends Genesio qui défend là, ce truc en disant les valeurs mentales, et c'est vrai d'ailleurs, on est revenu au score, qui met tout ce qu'il y a eu de positif dans ce match dans la balance et qui ne dit pas en gros ouais, c'est vrai, on n'a pas été bon, on a raté notre première mi-temps, etc. C'est parce que par rapport au président, il ne veut pas se mettre dans une situation tu vois, de faiblesse. Donc la com, c'est intéressant. D'autant qu'il n'y a rien d'acquis. Ils sont dans une situation délicate à 2 matchs de la fin. Mais c'est pas là, ils sont 5e. Bon, évidemment, ils sont dans le paquet, mais ils peuvent ne pas être en Ligue des Champions. Mais c'est le discours d'un coach, effectivement, qui, de toute façon, a besoin de tous les jours démontrer, tu vois, qu'il a fait le job, qu'il est là, que son équipe fait quand même des choses positives. Alors que ce soir, très clairement, que ce soit la façon d'aborder le match, même une partie de la compo et tactiquement, je l'ai dit, Lille a été moins bon et c'est comme ça. Hein. Dans un instant, Eric au 32-16, mais d'abord le Grand Prix et le podium. Jean-Luc, c'est fini. Ça y est, Gilbert, c'est terminé. Donc c'est Oscar Piastri, comme prévu, qui l'a emporté avec sa McLaren. Donc le jeune Australien de 24 ans, c'est quand même la 6e victoire de sa carrière de pilote de Formule 1, la 4e cette saison et la 3e de rang. Autant dire que là, il conforte évidemment son avance au championnat du monde avec 131 points. Il devance son équipier Lando Norris, qui lui a tout perdu au moment du départ, où il a perdu pas mal de positions. Il a récupéré par la suite, mais il n'a pas pu revenir. Donc Norris, 2e et 2e du championnat avec 115 points. Quand même 16 points d'écart entre les deux hommes de chez McLaren. Le 3e, c'est George Russell avec la Mercedes. Verstappen termine 4e, donc il a sauvé cette 4e place avec beaucoup de difficultés, on peut dire, parce qu'il n'avait plus de frein à la fin. Albon termine 5e, le Thaïlandais de chez Williams. Antonelli, le jeune Italien de Mercedes, 6e. Et puis les deux Ferrari, on a un peu assisté à un drame à l'italienne, là, parce que du coup, on
a demandé à Hamilton de laisser passer Leclerc comme Leclerc l'avait laissé passer 10 tours plus tôt. Hamilton y a mis un petit peu de mauvaise volonté, mais il l'a fait quand même. Et ensuite, comme Sainz revenait sur lui, et je rappelle que Hamilton a piqué son baquet chez Ferrari à Sainz, eh bien, il a dit, est-ce que je dois laisser passer Sainz également? Tu vois, c'est le bon esprit. Sainz termine 9e et Tsunoda 10e. Merci Jean-Luc, bonne soirée. Merci, bonne prochain soirée Grand Prix. Imola, dans 2 semaines, bien sûr. Très bien, tu peux remonter sur ta moto. En Floride, on peut conduire sans casque en plus. Ah oui, mais je le mets quand même, moi, je le mets quand même. Merci, bravo Jean-Luc. Heureusement, tu fais attention, tu as raison. Bonne soirée, à très vite. Émission. Salut, salut. Eric est là, supporter lillois. Salut Eric. Oui, bonsoir à tous. Bon, Genesio, tu es d'accord avec lui ou pas? Oui et non. Oui et non, parce que le coup du but chanceux, je vais vous dire quelque chose. Si vous regardez bien l'historique des buts de Lille cette saison, le nombre de fois où on a profité d'une petite erreur de relance ou n'importe quoi, ça ne peut plus être dû au hasard. Je suis d'accord que Rouli ne fait pas le bon geste, mais tu ne dois pas jouer avec ça face au LOSC. David et Fernandez Pardo, c'est des furets de la récupération. Et que tu aies vu Lens ou Dortmund, il y a eu plein de buts, plein. Contre Lille, tu ne dois pas jouer à ça parce que les mecs, ils adorent ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je trouve pas qu'on soit totalement passé à côté du match non plus. Offensivement, on a complètement raté, mais depuis quelques temps, et j'ai envie de dire même depuis la reprise de janvier, Lille, offensivement, il y a beaucoup moins d'idées. Et c'est lié à quoi? On a tout basé sur un joueur, on avait un facteur X qui, une fois sur deux, n'était pas là, mais une fois sur deux, te fait des matchs exceptionnels, c'est Zegrova. Et un seul être nous manque offensivement. Ça fait un moment qu'il a disparu quand même. Ben oui, c'est ce que je dis, mais depuis janvier, offensivement, Lille, entre guillemets, dans les schémas de but, il n'y en a plus trop. Depuis l'arrivée de Bakker et tout ça, on n'a plus vraiment de schéma, de gens qui vont combiner avec David. C'est pour ça que moi, je suis inquiet sur la fin de la saison. Et surtout sur le prochain match, parce que nous n'avons pas notre meilleur contributeur offensif qui est Benjamin André. Lille, comme on n'a pas un jeu de possession très costaud, tu vois, des triangles sur les ailes, tu peux dire plein de choses, tu vois, il y a plein de manières de marquer des buts. La chose la plus importante, c'est Haraldsson et André qui vont récupérer tôt, créer un décalage, une balle dans le trou par-dessus pour David, Fernandez Pardo, n'importe quoi. Et là, moi, c'est ce qui me fait peur, c'est le prochain match à Brest, parce qu'on n'a pas Bafodé Diakité, ce qui pose moins de problèmes, mais quand même, il met 1 ou 2 coups de casque dans la saison qui te débloque des situations nouées, et que tu n'as pas, parce que ce soir, Benjamin André, encore une fois, le mec, mais il est partout, ça doit être un enfer de jouer contre lui. Et donc, du coup, moi, je trouve pas qu'on ait totalement raté le match, on était bien en place, Chevalier énorme, Alexandro, il fait son match et tout ça. Petit bémol, moi, il faudra m'expliquer pourquoi il met titulaire Ismaili et pas Goodmanson, alors qu'Ismaili est bien meilleur quand il rentre. Mais je suis d'accord sur le fait qu'il y a une usure et c'est normal. Tu as joué tant de matchs. Même nous, au stade, on est fatigués. On a vécu trop d'émotions, il y a trop de trucs. Enfin, vous comprenez, on a commencé au mois d'août. On a vécu le rouge de Mandy contre Fenerbahçe, Zegrova qui le met. Oh là là, on a battu Madrid, l'Atlético là-bas. Donc, moi, je comprends un peu tout ça. Aujourd'hui, Marseille est meilleur parce que techniquement... Mais t'as pas l'impression que depuis Dortmund, quand même, il y a une vraie chute et... c'est un peu comme si on avait débranché le LOSC et que bon, les matchs étaient devenus décevants, l'implication des uns des autres, c'est ok. Oui, il s'est passé beaucoup de choses. La saison a démarré mi-août, mais alors elle s'est achevée début février du coup. Moi, je dirais que c'était avant Dortmund. Si tu veux, même le fait qu'au Dortmund, à l'aller, genre on s'est tous excités parce qu'on avait fait 1 partout là-bas, on est en bonne position. Il faut se calmer. Le match, il n'était pas énorme. À la fin, on l'emballe. Mais on n'est pas. Ouais, mais tu peux quand même te qualifier et après ça reste un moment décevant, notamment. Alors oui, je comprends ce que tu veux dire, c'est que même dans le match contre Dortmund, il y avait plus beaucoup de jus et plus beaucoup d'énergie, notamment en retour. Donc là, je suis d'accord, mais alors ça veut dire. Ok, mais les saisons usantes, fatigantes, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le calendrier, oui, très bien, mais bon, Lille n'est pas la seule équipe à le faire. Une saison, c'est pas une moitié de saison, tu comprends? Sauf que depuis, c'est pas passé grand-chose. Et si pas l'effectif pour. Ils ont quand même un large effectif, ils ont quand même fait beaucoup tourner. Beaucoup de jeunes. Oui, d'accord, mais alors à l'arrivée, ça a marché un peu en Ligue 1 au début, mais je vous pose une question. À l'arrivée, si Lille termine 5 ou 6. Enfin, qu'est-ce qu'on va dire alors? Quel bilan on va tirer? On va tirer un bilan d'une bonne saison sur laquelle en fait tu as dû quand même te battre la plupart du temps avec Meunier comme arrière droit, qui est un très bon joueur, il n'y a pas de souci.
Mais bon, il a plus le coffre. T'as perdu Zegrova. Bon, on ne sait pas trop si c'est physique ou si c'est autre chose. Non, mais si tu me dis on termine 5e ou 6e et c'est une bonne saison, bon, bah alors j'entends ce que tu me dis. Je ne suis pas sûr que le président pensera la même chose parce que lui, il voulait être en Ligue des Champions chaque année. Mais donc, ce que ça sous-entend, c'est que tu ne peux pas, quand tu es une équipe de Ligue 1, faire la Ligue des Champions dans sa nouvelle formule et le championnat. Et être ambitieux en championnat pour y retourner l'année d'après. Tu ne peux pas. Je pense qu'il y en a deux. Il y en a, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'en termes de budget. Et que Monaco, finalement, est la seule équipe qui va faire l'exploit. C'est-à-dire avoir fait la Ligue des Champions et y retourner l'année d'après. S'ils y retournent. L'exploit, non, c'est justement quelque part, tu en arrives. Parce qu'ils n'ont pas un effectif qui est plus chargé que Lille. Ah, si. Enfin, qualitativement, je pense c'est mieux. Ah si, je pense que Monaco c'est mieux qualitativement. Et d'ailleurs on avait dit qu'ils méritaient d'être sur le podium parce qu'ils étaient la troisième meilleure équipe avec Marseille et Paris. Et je pense qu'effectivement t'en reviens un peu à une histoire de budget quand même, à une histoire de comment tu arrives maintenant avec les moyens actuels à construire un effectif pour être capable de faire ce que tu dis, c'est-à-dire quand tu te qualifies pour la Ligue des Champions, que ça ne soit pas un boulet pour la saison d'après. Aujourd'hui, effectivement, je pense qu'à part c'est pour ça que je vous posais la question. Non, mais c'est pour ça qu'il a raison aussi de nous dire que bah oui, si tu fais 5e après avoir fait combien 55 matchs, c'est ça, ils en sont, je crois, 55 aujourd'hui, à tirer la langue, avoir perdu Zegrova, avoir un effectif un peu limité avec tes jeunes sur le banc. Certes que tu as fait rentrer en Ligue 1 dans la rotation, mais qui sont donc l'histoire, c'est quoi? Ce serait qu'il y a un roulement, que l'année prochaine ce soit le Tour de Nice ou de Strasbourg. C'est souvent le cas comme ça. D'y aller, de se cramer, de ne pas y retourner. Bien sûr. Donc il ne peut pas y avoir. Donc ça ne peut pas durer. On n'a pas d'équipe qui peuvent durer. Donc si tu ne dures pas, tu ne te construis pas. Tu n'encaisses pas d'oseille parce que les droits télé français sont morts. Donc tu prends une année. Les droits télé internationaux, c'est ça qui te permet de vivre. En fait, notre foot... C'est là où la Ligue 1 est faible. Donc, nous ne sommes que des figurants. Non, c'est là où la Ligue 1... Quand on dit deuxième division européenne... Mais moi, je ne doute pas qu'on soit des figurants, mais c'est parfois dur à accepter. On est en deuxième division européenne parce que... On est des figurants. D'ailleurs, c'est un très bon exemple parce qu'on dit souvent, tiens, pourtant, il y a du suspense, pourtant, il y a ci, pourtant, il y a ça. Oui, c'est pas que le championnat, il n'est pas bon. C'est pas qu'il n'y a pas de bons joueurs. Oui, on manque un peu de bons joueurs dans certaines équipes. C'est surtout... là, tu vas en avoir de moins en moins parce que les droits vont baisser de la moitié. Un effectif pour jouer la Ligue des Champions, admettons, en one-shot, par exemple Marseille, qui a un effectif insuffisant, on le sait aujourd'hui, pour aller jouer en Ligue des Champions. Tu n'as pas une seule équipe qui a 2 points par match, à part le PSG, bien sûr. Marseille donc, est un exemple d'une équipe qui, parce qu'il ne joue pas la Coupe d'Europe, peut se contenter d'avoir quelques failles, mais quand même jouer la 2e place. Mais c'est pareil, on sait très bien que si Marseille ne se renforce pas drastiquement, quand ils vont jouer l'année prochaine la Ligue des Champions, le championnat, ça peut être compliqué s'ils ne se renforcent pas vraiment beaucoup. Donc aujourd'hui, tu as peut-être l'OM qui peut le faire, et on ne sait pas encore. Monaco, parce qu'ils ont des moyens, et qu'ils ont quand même un bel effectif, et Paris. Les autres, effectivement, ils se battent tous, ils sont fous furieux quand ils ne sont pas en Ligue des Champions. Je pense à l'Étang. Mais tu as envie de dire, ouais, mais... mec, ton effectif, de toute façon, il ne te permettait pas cette année. Enfin, si tu dis à Genesio, t'es 5e, c'est un échec. Après tout ce que tu as fait en Coupe d'Europe, tu les as qualifiés au mois d'août, tu lui dis ça à la fin de la saison, c'est quand même dur. Honnêtement, il faudrait regarder les autres effectifs en Europe. Est-ce qu'il y a plus de turnover et le nombre de matchs disputés par les joueurs? Je sais pas si tu as des effectifs qui en qualité vont être supérieurs, bien sûr, mais en minutes jouées, l'utilisation des mecs d'Arsenal, l'utilisation des mecs au Barça, à l'Inter, je sais pas, il faudrait calculer ça par rapport à l'utilisation des mecs à Lille ou à Monaco, je sais pas. Eric, petite évaluation quand même, qui t'a trouvé bon ce soir et qui t'a déçu? Lucas Chevalier, franchement, merci quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais il sort vite, il a les mains fermes et tout ça, donc vraiment top, il est hyper régulier, donc bravo à lui. Benjamin André, moi, je trouve ça... Ce mec est exceptionnel, vraiment, et tout ça. Moi, ce qui me déçoit, c'est Akpom. J'attendais carrément autre chose de ce garçon-là. Fernandez Pardo, il faut qu'il apprenne à défendre et attaquer. Donc, non, moi, je trouve Alexandro, purée, mais il nous fait vibrer, ce garçon. Est-ce que vous sentez comment le stade essaye de le porter? On l'adore. Donc, voilà. C'est encore heureux que tu l'adores, c'est un top défenseur. Non, mais Ali, c'est l'identité qu'on adore. C'est-à-dire, tu vois, c'est un combattant et tout ça. Des fois, il fait des ballons longs. Tu te demandes... je te rassure, tous les supporters aiment ce genre de joueur. Il n'y a pas qu'à Lille que vous aimez. Ah ouais, il est... Non, mais c'est vrai que là où tu as raison, c'est que ce qui était chaud ce soir, c'est que dans la compo...
avec Mandy, Ismaili qui a souffert et Meunier sur la défense, heureusement tu as Alexandro, au milieu heureusement tu as André et devant tu as quand même David, parce que sinon c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déceptions, enfin beaucoup de joueurs qui ont eu du mal, Akpom, Bentaleb, Mandy même par moment, c'est compliqué. Toi tu as un joueur par ligne là qui a tenu la baraque et voilà, tu les as cités, c'est-à-dire que tu as une épine dorsale, Lucas Chevalier, Alexandro, Benjamin André et on va dire Jonathan David, parce que c'était un match compliqué, il a fait le job un peu en appui.